Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos archives. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice mental pour commencer. Imaginons qu'on sorte du métro, là, tout à l'est de l'île de Hong Kong. Ouais, dans le quartier de Shao Kei Wan. Voilà, exactement. En sortant aujourd'hui, on tombe sur quoi? Des gratte-ciel en verre, du béton coulé à la perfection, des routes super droites. C'est la métropole hyper connectée typique, quoi. C'est clair. Ça donne vraiment cette illusion que ça a toujours été comme ça. Une espèce de permanence urbaine absolue. Sauf que c'est totalement faux. Shao Kei-wan, ça détruit complètement cette illusion. Si on recule juste d'un siècle en arrière, Ce qui n'est rien à l'échelle de l'histoire, hein. mais carrément. Eh bien, il y a un siècle, on serait nez à nez avec des pirates, avec des tailleurs de pierre couverts de poussière. La mer ne serait pas repoussée au loin, elle serait littéralement sous nos pieds, là où il y a du bitume aujourd'hui. C'était vraiment une frontière sauvage, en fait. Une crique naturelle. D'ailleurs, la forme de la côte rappelait un peu, tu sais, ces paniers en bambou tressé qu'on utilise pour laver le riz. Ah, c'est de là que vient le nom. Exactement. La traduction littérale de Shao Kei, c'est ce panier en bambou. Et c'était un refuge qui grouillait de vie. On parle de milliers de pêcheurs qui vivaient exclusivement sur leur bateau. C'est fou. Toute leur vie au rythme des marées, des typhons. Ouais, c'était un espace farouchement insoumis, tu vois. Vraiment une ligne de faille géologique et culturelle entre l'immensité de l'océan et la rigidité de la terre ferme. Et c'est précisément ce basculement qu'on va décortiquer aujourd'hui. Notre mission pour cette exploration, c'est de s'appuyer sur des tas d'archives, des rapports coloniaux britanniques déclassifiés et surtout des histoires orales fascinantes. Parce que toute la trajectoire de cet endroit, au fond, c'est l'histoire d'une domestication forcée. C'est ça, on va extraire la véritable essence de ce quartier à travers 5 histoires historiques majeures. Et on va aussi révéler les traces physiques, tu sais, ces fameux joyaux cachés, que n'importe quel visiteur peut encore observer aujourd'hui. Histoire de voir comment un village côtier complètement marginalisé a été discipliné, vraiment mis au pas pour devenir une métropole moderne. Et c'est pas juste une histoire locale, si je comprends bien les sources. Pas du tout. L'histoire de Shao Kei Wan, c'est le microcosme parfait de la transformation globale de Hong Kong. C'est le théâtre d'une bataille séculaire où la mer a été physiquement repoussée, étouffée même, pour faire place au capitalisme foncier. Du coup, pour construire cette ville coloniale immense, il fallait des matériaux. Au début des années 1840, la ville de Victoria, donc l'actuel quartier de Central, avait une soif insatiable de pierre. De granit de haute qualité, pour être précis. Et ça a provoqué un afflux massif de travailleurs migrants. L'ethnie Hakka particulièrement. Ils venaient d'où ces travailleurs, exactement? Ils venaient de Huizhou, une région lointaine et très montagneuse en Chine continentale. Ils se sont installés à Shao Kei Wan, dans un secteur spécifique de la côte qui s'appelle A Kong Ngam. Pourquoi là, précisément? C'était quoi l'avantage? Une logique purement logistique et implacable. Le granit, il affleurait à même la colline, et comme l'eau était juste en bas, il pouvait faire glisser d'immenses blocs de pierre directement sur des barges. Pas de chariot complexe, pas de route. Juste la roche, la pente et l'eau. Voilà. Sauf que les conditions de travail dans ces carrières à ciel ouvert, au XIXe siècle, c'était un enfer absolu. J'imagine, oui. Sans aucun équipement de sécurité moderne, tu maniais la dynamite, la pioche, sur des pentes raides. C'est ça. C'est une condamnation à mort en sursis. Les éboulements écrasaient les ouvriers très régulièrement. Sans parler de la malaria dans les campements accrochés à la falaise. C'est terrifiant. Et du coup, face à cette brutalité, les sources montrent que cette communauté a cherché une sorte d'ancrage psychologique. Exactement. Les travailleurs Hakka ont fait venir de leur montagne natale une divinité tutélaire. Un dieu nommé Tamkung. Alors, lui, il est fascinant dans la mythologie chinoise. Il est toujours représenté sous les traits d'un enfant avec un visage rose, c'est ça, hein? Tout à fait. Et dans sa province d'origine, à l'intérieur des terres, c'était un dieu agreste, un dieu des montagnes. Ses super pouvoirs, pour faire simple, c'était d'invoquer la pluie pour les récoltes et de chasser les tigres dans les forêts. Attends, chasser les tigres. Mais sur une côte balayée par les vents océaniques, ça sert strictement à rien. Bah oui, à Hong Kong, la menace, c'est pas les tigres, c'est les typhons de catégorie 5. Du coup, c'est l'équivalent spirituel d'un rebranding d'entreprise, quoi. On prend un dieu des montagnes et hop, on change ses attributs pour s'adapter au nouveau marché. C'est une excellente comparaison. Le dieu a littéralement dû développer de nouvelles compétences pour rester pertinent. Comment ça s'est passé concrètement? Eh bien, au fil des décennies, ces tailleurs de pierre Hakka partageaient le même espace que les pêcheurs locaux, les Tanka.
En interagissant avec eux, Tam Kung a absorbé de nouveaux pouvoirs. On a commencé à l'invoquer pour apaiser les tempêtes, pour prédire la météo marine. Donc le chasseur de tigres devient un dieu de la mer. Exactement. Il s'est hissé presque au même rang que Tin Hao, la très célèbre déesse des océans. C'est fou, c'est vraiment comme un super-héros qui changerait de super-pouvoir juste parce qu'il a changé de continent. D'ailleurs, j'ai lu dans les archives que les travailleurs l'appelaient affectueusement Akung, ce qui veut dire un peu grand-père ou patriarche bienveillant. C'est vrai, oui. Est-ce que le nom de la zone, Akungingam, vient de là, de ce dieu? Alors, il y a un vrai débat historique là-dessus. L'érudit James Hayes a suggéré que Akung aurait pu faire référence à un ancien chef de clan Aka qui gérait les opérations minières au tout début. Ah, d'accord, donc peut-être un humain réel. Peut-être. Mais bon, vu la concentration de ces tailleurs de pierre, et surtout la construction ultérieure de l'immense temple de Tam Kung en 1905 exactement sur ce site, le lien avec la divinité est quand même super difficile à ignorer. Surtout que ce temple, c'était pas juste pour prier. Loin de là, c'était le tribunal local, l'hospice, le centre pour résoudre les conflits de travail pour toute la communauté. Et pour ceux qui nous écoutent et qui aiment explorer, ce temple de 1905 est toujours debout sur la rue East High Road. C'est un joyau caché incroyable. Absolument. Mais le détail le plus impressionnant, en fait, il est même pas sur l'autel. C'est ce gigantesque rocher brut juste devant l'entrée. Les fidèles l'appellent le sceau de Tam Kung. Ouais, et quand on l'examine de près, on réalise que c'est pas une sculpture religieuse. C'est un vestige physique de cette époque industrielle. C'est une cicatrice de granit non taillé. Un morceau de montagne que les mineurs ont laissé là, sciemment, intact. Ça donne des frissons. Mais cette roche, elle n'a pas attiré que des tailleurs de pierre, malheureusement. La géographie de cette crique, qui était parfaite pour exporter du minéral, en faisait aussi un goulot d'étranglement militaire redoutable. Pour contrôler l'accès est du port de Victoria, c'est ça? Tout à fait. Et là où il y a un avantage stratégique, la machine de guerre de l'Empire britannique n'est jamais très loin. Du coup, la colline passe du statut de carrière à celui de forteresse. Dès la fin du 19e siècle, l'armée britannique bétonne la zone. Ils y installent la batterie d'artillerie de Limune et, de manière beaucoup plus problématique, un énorme dépôt de munitions. Géré par les Royal Engineers, selon les documents. Mais attendez, ils ont eu la brillante idée de construire cet entrepôt bourré d'explosifs juste derrière le village. Oui, à quelques dizaines de mètres à peine du grand temple de Tin Hau. C'est absurde. Surtout que ce temple avait déjà survécu à l'enfer. Les registres disent qu'il avait été rasé par un typhon cataclysmique en 1874. Et reconstruit par la communauté 2 ans plus tard, en 1876, avec des dons locaux. Il l'avait d'ailleurs orné de magnifiques céramiques de Siwan. Ces fameuses sculptures de fêtage sur les toits, super détaillées et colorées. C'est ça, cuites à très haute température dans le Guangdong pour résister à la corrosion de l'air marin. C'était un joyau. Mais le 21 mars 1946, la menace, elle vient pas de la mer. Non, elle vient de l'armée. Le dépôt de munitions britannique explose, avec une violence inouïe. L'onde de choc pulvérise tout, j'imagine. Les structures environnantes sont rasées. Des rochers incandescents et des colonnes de feu dévalent la colline et balayent littéralement la rue principale, la Main Street East. Le toit du temple de Tin Ho est en grande partie soufflé. Et c'est là que l'analyse des sources devient un vrai thriller psychologique. Parce qu'on a 2 versions diamétralement opposées de la façon dont le feu s'est finalement arrêté devant le temple. C'est classique dans les archives coloniales. D'un côté, on a les rapports d'ingénierie britanniques, rédigés avec une froideur très militaire. Eux, ils disent que le désastre a été évité grâce à la conception technique de leurs blast bands. Les fameux murs de terre anti-souffle. Exactement. Des remblais massifs construits autour des soutes, conçus pour diriger l'explosion et les flammes verticalement vers le ciel, plutôt qu'horizontalement vers les maisons. Et il cite aussi un changement providentiel du vent. Ça, c'est la version scientifique, bureaucratique. Mais la mémoire orale de Shao Kei-won raconte une toute autre histoire. Le miracle. Les habitants racontent qu'un mur de feu liquide fonçait droit sur la rue, prêt à tuer des milliers de personnes, et qu'il s'est arrêté net, de façon inexplicable, comme s'il avait heurté un mur invisible. Pile devant les portes du temple de Tin Hau. Voilà. C'est un récit magnifique sur le plan spirituel. Mais si on prend un peu de recul, sous un angle plus politique, ce miracle, c'était peut-être pas juste une question de foi. C'était un levier de négociation incroyable, non? Complètement. C'est la grande question, hein. Comment une communauté marginalisée de pêcheurs a pu affronter l'establishment militaire britannique en 1948 et gagner? En les culpabilisant à mort avec ce récit.
Et en utilisant le contexte de l'après-guerre, oui. En 1948, le gouvernement colonial cherchait désespérément à rétablir sa légitimité auprès d'une population traumatisée par l'occupation. Donc les comités de quartier locaux ont mis une pression maximale en disant en gros « Notre déesse a sauvé le village de votre négligence, maintenant vous payez pour les dégâts ». C'est exactement l'idée. Face à la menace de grève ou de troubles sociaux dans une zone stratégique, l'armée britannique a plié. Ils ont financé l'intégralité de la reconstruction du temple. C'est une victoire civile monumentale face à un empire. Et ce triomphe, on peut encore le voir de nos yeux. Le temple de Tinao sur la Main Street East est toujours là. Et l'illusion d'optique quand on arrive devant est fascinante. Ah oui, on a l'impression que le temple a coulé, qu'il est enfoncé d'un bon mètre sous le trottoir. Mais en fait, c'est le temple qui est resté à son niveau d'origine du 19e siècle, et c'est la rue moderne qui a été surélevée avec des couches de bitume au fil du temps. Et à l'intérieur, la chronologie de cette lutte est affichée publiquement. Les lourdes plaques de la reconstruction de 1876 sont juste à côté des registres méticuleux de 1948. Qui prouve noir sur blanc que l'armée a bien payé la facture, c'est génial. Sauf que, cette militarisation excessive de l'espace a fini par engendrer une prophétie autoréalisatrice. En transformant la zone en place forte, les Britanniques en ont fait une cible prioritaire. On en arrive à la Seconde Guerre mondiale, 1941. La nuit du 18 décembre 1941, pour être précis, l'armée impériale japonaise assiège l'île, l'artillerie pilonne la côte nord depuis Kowloon, et là, d'immenses dépôts de pétrole à North Point sont éventrés et prennent feu. Ça a dû créer un nuage de fumée noire et visqueuse complètement opaque sur l'eau. Une fumée suffocante qui rampait sur la surface du port de Victoria, oui. Mais attends, traverser le port dans l'obscurité totale avec un brouillard de pétrole en feu, tactiquement, c'est un cauchemar de navigation. Ils auraient pu dériver n'importe où. Et c'est là que c'est glaçant. La précision de la première vague d'assaut japonaise, menée par le 229e régiment, est chirurgicale. Sous le couvert de cette fumée, ils ont accosté littéralement sur les marches du temple de Tamkung à Akungam. Directement sur le temple. Directement dessus. Et dès qu'ils ont sécurisé la tête de pont, le temple a été profané et transformé en poste de commandement avancé. D'après les archives, ils ont arraché la statue de l'enfant-dieu Tamkung de l'hôtel central, pour y installer une effigie bouddhiste japonaise à la place. imposant leur propre rite au cœur du sanctuaire minier. La violence psychologique et symbolique de ce geste, c'est vertigineux. C'est comme si, aujourd'hui, une multinationale hostile décidait d'absorber une entreprise, mais en plus, elle transformait le centre communautaire le plus sacré du quartier en salle de réunion. Et en jetant les icônes locales aux ordures, oui. C'est l'effacement de l'identité par la force brute. Et militairement, ça a marqué la fin. L'effondrement définitif de la ligne de défense orientale britannique, oui. Pendant les 3 ans et 8 mois d'occupation brutale, le temple a subi cette humiliation. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé à la capitulation du Japon ? Les rapports officiels sont muets là-dessus, mais il y a une tradition orale très persistante dans le quartier. On raconte que les habitants, fous de rage, ont pris d'assaut le temple, ont réinstallé Tamkung sur son trône et ont jeté le Bouddha japonais dans un bac à fleurs d'une école voisine. C'est une façon radicale de reprendre le contrôle de sa géographie sacrée. Et ce besoin de récupérer leur espace, ça a laissé une trace matérielle rarissime qu'on peut encore voir aujourd'hui. Dans le temple de Tamkung, oui. Il y a cette modeste plaque de restauration, datée de 1944, et c'est époustouflant parce que, après la guerre, les autorités de Hong Kong ont systématiquement purgé toutes les traces physiques de l'occupation japonaise. Le fait que cette plaque ait survécu prouve que même sous un régime totalitaire, la communauté a trouvé des ressources pour restaurer son temple. Un vrai symbole de résilience. D'ailleurs, en sortant du bâtiment, les visiteurs peuvent marcher jusqu'aux ruines couvertes de lianes de la batterie britannique de Lai Mun. Ça boucle la boucle de ce désastre militaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas après la guerre. Le front s'est juste déplacé. La menace n'était plus une armée en uniforme. C'était quoi alors ? L'urbanisation. L'urbanisation implacable, oui, combinée à une crise humanitaire sans précédent. Entre les années 50 et 70, des vagues massives de réfugiés fuyant la Chine continentale se sont déversées sur Hong Kong. Et comme le centre-ville était inabordable, tous ces gens se sont agglutinés sur les marges, là où la loi était plus floue, disons. L'épicentre de ce phénomène à Chow Kei Wan. Ça a été la baie d'Aldrich, c'était un abricotier naturel immense. Et très vite, ça a été englouti par un bidonville d'une densité terrifiante. Un bidonville divisé en 2 mondes, d'après les photos d'époque. D'un côté, des cabanes de bois de récupération accrochées au flanc de la colline. Et de l'autre côté, une gigantesque ville flottante. Des milliers de bateaux de pêche, de jonques, de sampans obsolètes, amarrés de façon permanente.
reliées par des planches chancelantes. Des familles entières y vivaient, cuisinaient, élevaient des animaux. Tout ça sans eau courante, sécurisée, ni électricité fiable. C'était un écosystème très organique, bouillonnant de vie. Mais structurellement, c'était une poudrière. Et l'étincelle s'est produite le 2 février 1976. En plein cœur des festivités du Nouvel An lunaire en plus. Un incendie massif de niveau 5 se déclare dans ce labyrinthe de bois sec et de goudron. J'imagine que le feu a dû se propager à une vitesse folle avec le vent. Il bondissait de bateau en bateau, enflammait les cabanes sur pilotis. Et le pire, c'est que les camions de pompiers étaient physiquement incapables d'atteindre le cœur du brasier flottant. L'océan lui-même semblait brûler. En quelques heures, tout l'écosystème était réduit en cendres. 3000 personnes se retrouvent totalement démunies, sans abri. C'est là qu'on trouve une véritable fracture dans nos sources. Il y a un fossé béant entre l'explication bureaucratique et le ressenti sur le terrain. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a les archives officielles et les enquêtes des pompiers. Eux documentent un drame domestique malheureusement très banal, un réchaud à pétrole renversé dans la cuisine exiguë d'un sampan. Mais quand on se penche sur les témoignages oraux de la communauté des réfugiés, On découvre une théorie du complot qui a circulé pendant des années. Une rumeur tenace qui affirmait que cet incendie arrangeait formidablement bien les affaires du gouvernement colonial. parce qu'ils avaient besoin de cet espace. Exactement. Les urbanistes voulaient désespérément nettoyer et remblayer cette côte chaotique pour lancer leur titanesque projet d'infrastructure. La ligne de métro Island Line et l'autoroute suspendue, l'Island Eastern Corridor. Donc le brasier a accompli en une nuit ce que des années de procédures d'expulsion complexes n'auraient jamais pu faire. C'est ce que disait la rumeur, oui. Indépendamment de la vraie cause, l'existence même de cette théorie est fascinante. Ça montre l'incompréhension totale entre deux mondes. D'un côté, l'administration obsédée par l'hygiénisme et la ligne droite. De l'autre, une communauté informelle perçue comme un désordre insupportable à éliminer. Et l'élimination a été radicale. Aujourd'hui, si on se promène dans le verdoyant parc de la baie d'Aldrich ou au pied des tours du Otung Estate, On marche sur un océan assassiné, littéralement. tout a été massivement remblayé. Sous l'asphalte et les pelouses, il y a les cendres d'un mode de vie aquatique définitivement effacé de la carte. Et ce remblayage frénétique n'a pas seulement chassé les habitants des bateaux, ça a aussi asphyxié les industries maritimes séculaires. Le fameux savoir-faire de Chao Kei-wan. L'agonie de l'économie bleue, oui. Et l'histoire du chantier naval Puiki illustre la perfection. Ce chantier, fondé dans les années 50 par Wang Pui, un maître charpentier venu de Guangzhou. À l'époque, toute la côte résonnait du fracas des marteaux et des scies. Et ils atteignent l'apogée de leur art en 1980. Avec une commande complètement folle d'un magnat maritime londonien. Construire le King II, une réplique grandeur nature et fonctionnelle d'un navire de commerce chinois du 19e siècle pour une expo à Londres. Comment on construit un 3-mâts traditionnel au XXe siècle sans logiciel moderne, ni même de vrais plans papier? Avec de l'ingénierie mémorielle pure. Ces artisans s'appuyaient sur des générations de transmission orale. Ils connaissaient les proportions par cœur, calculaient les points de tension au toucher, façonnaient la coque par la seule force de l'œil et de l'expérience. C'est un savoir-faire inestimable. Ce navire immense a vraiment pris la mer et prouvé la maestria des charpentiers hongkongais. Mais voilà, tout ce talent ne pèse pas lourd quand la valeur du terrain devient astronomique. Le chantier a subi une vraie tragédie spatiale. Au fur et à mesure que le gouvernement remblayait la mer pour faire des routes, Puiki a été expulsé, chassé de Poman Street, puis délogé de Namon Street. Pour finir coincé, enclavé à Akongnam. Aujourd'hui, l'espace qui leur est alloué est tellement minuscule, étouffé par les routes, qu'ils ne peuvent physiquement plus construire de nouveaux bateaux. Ils font juste de la réparation de petites embarcations ou de bateaux dragons, c'est ça? C'est ça, pour survivre. C'est bouleversant. C'est comme si on prenait un maître horloger suisse capable de créer des mécanismes incroyables et qu'on le forçait à s'installer dans un placard à balai pour réparer des montres numériques bas de gamme. Son talent est là, mais l'espace pour l'exprimer a été confisqué par la logique immobilière. Mais le chantier respire encore contre toute attente. Sur la route du village d'Akongnam, on peut voir le grand portail en fer rouillé depuis qui. Avec ce croquis sommaire peint à la main, le seul plan fantomatique du King II qui subsiste. Mais surtout, c'est une capsule temporelle olfactive. Au milieu des pots d'échappement, on sent soudainement une odeur enivrante de copeaux de teck humide, de sel marin âcre et d'huile de moteur. Le parfum rebelle de l'ancien port de Victoria, Exactement. qui refuse de se dissiper. Si on rassemble un peu tout ça, toutes ces archives, ces témoignages, ces cicatrices urbaines, quels sont les grands mouvements macro-historiques qui ont façonné ce quartier?
Je dirais qu'il y a 3 grands schémas. Le premier, c'est l'histoire d'une discipline coloniale féroce. Un espace marin flou et auto-organisé a été écrasé pour imposer un quadrillage urbain homogène, taxable, prévisible. Le deuxième schéma? L'impact dévastateur des impératifs militaires d'un empire global sur la fragilité de la vie locale. Et le troisième, c'est la défaite totale, topographique, de l'économie bleue face au capitalisme foncier. Le béton a littéralement mangé la mer. Ça fait réfléchir. Quand on marche aujourd'hui sur le trottoir impeccable de cette métropole, on est en droit de se poser une vraie question. Que devient l'âme d'une ville quand sa relation intime et sauvage avec la nature, ici l'océan, est recouverte par des millions de tonnes de ciment? C'est la grande question, oui. Est-ce que l'esprit d'ingéniosité des tailleurs de pierre Aka et des constructeurs navals a totalement disparu? Ou bien est-ce qu'il s'est métamorphosé? Peut-être qu'il s'infiltre aujourd'hui dans la résilience de la culture des affaires de Hong Kong, naviguant dans le chaos des marchés avec la même audace que leurs ancêtres affrontaient les typhons. Le paysage a changé, mais l'énergie brute de survie trouve peut-être toujours une faille dans le béton. C'est un sujet de réflexion qu'on vous laisse explorer.